Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va discuter et peut-être débattre entre le fait de devenir riche versus le fait de rester riche, voir un peu peut-être les stratégies de chacun, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu et beaucoup de guides, de livres qui sont faits sur comment devenir riche et préférablement en plus comment devenir riche rapidement. Et c'est vrai, je pense que c'est beaucoup plus facile au final de devenir riche, même si je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est plus facile de devenir riche que de le rester parce qu'il y a plein d'exemples de personnes qui ont eu beaucoup de succès rapidement, que ça soit de par leur travail ou par la chance. D'une manière ou d'une autre, il y a eu une grosse quantité d'argent qui est arrivée, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui sont très bons pour devenir riches, mais qui sont très mauvais pour le rester, c'est-à-dire garder l'argent qui a été acquis. Et c'est un peu pour parler et pour se préparer. Donc, ce sera peut-être un sujet un peu plus léger que d'habitude et peut-être un peu plus optimiste. Mais dans tous les cas, voir comment on pourrait faire, comment on envisage dans le cas où on arrive à des niveaux de richesse qui sont assez importants, comment la conserver. Et je pense que c'est quelque chose qui est très peu touché du doigt parce que bien sûr, la première étape, c'est de devenir riche. Donc, la plupart des gens cherchent le moyen de devenir riche rapidement. Mais je pense qu'il faut quand même se préoccuper, tu vois, en avance et avant que ça arrive justement, de ce qu'on mettra en place ou ce qu'on va mettre en place ou qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour conserver cette richesse parce que ça peut, on a donné des exemples sur que le marché est un mauvais professeur si tu gagnes rapidement, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, mettons-nous dans le cas où on gagne beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie, pourquoi pas, mais ça peut être applicable aussi à d'autres sources de gains d'argent. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le conserver? Donc, je sais pas si tu veux commencer, sinon je peux peut-être donner un premier exemple. En fait, oui, c'est pour donner quand même quelques exemples, au début, c'est un peu ce qui se passe avec les personnes qui gagnent au loto, si tu es pas, C'est ce que j'allais dire. habitué à gérer une certain c'était ce que tu voulais dire? Ouais, Si c'est pour, si tu es pas habitué à gérer des grosses sommes d'argent, si par exemple tu as toujours vécu avec 1 500 € par mois et que tu étais déjà dans des positions, relativement compliquées, au début, tu dépensais un peu plus d'argent que ce que tu pouvais avoir et tu faisais des crédits conso pour acheter un peu tout et n'importe quoi. Demain, tu commences à recevoir plusieurs millions parce que tu as gagné au loto, bah, tu pourras être amené à prendre des décisions qui seront peut-être encore plus délétères que la situation dans laquelle tu te trouvais au départ parce que tu n'es pas habitué justement à tout ça. Et il y a plein d'histoires de personnes qui ont gagné au loto beaucoup d'argent et qui se sont retrouvées dans des positions compliquées par la suite. Et puis même après, des personnes très connues qui ont gagné beaucoup d'argent et qui se sont retrouvées, pareil, interdits bancaires, avec, dans des positions financières très compliquées, alors que c'était des gens qui avaient gagné des dizaines et des dizaines de millions d'euros. C'est le cas de Mike Tyson, c'est le cas aussi de, mince, putain, j'ai perdu son nom. Tu sais, celui qui joue dans Pirates des Caraïbes, là. Johnny Depp. Voilà, Johnny Depp. Johnny Depp, pareil, c'est quelqu'un qui avait gagné beaucoup d'argent et qui s'est retrouvé de très nombreuses reprises dans des positions très compliquées. Donc en fait, l'idée générale, c'est. Et puis à l'inverse, tu peux avoir des personnes qui, elles, ont un niveau de revenu modeste, qui ne gagnent pas des dizaines, voire des centaines de millions, comme certaines de ces personnes que je vous ai évoquées précédemment, et qui pour autant peuvent se retrouver dans les années qui suivent dans des meilleures situations que certains acteurs connus, justement parce qu'ils ont pu acquérir une certaine méthodologie, une certaine stratégie, une certaine approche qui leur correspondent par rapport à leur profil d'investisseur, par rapport à leur profil de risque. Et vu qu'ils ont réussi à mettre des choses en place avec un petit salaire, un petit revenu au départ, au moment où ils ont réussi à gagner plus d'argent en investissant, en développant une activité entrepreneuriale, bah après, ils ont compris que derrière, c'est qu'une gestion de chiffres. Si tu arrives bien à gérer un capital de 2 000 €, tu arriveras sans doute à bien le gérer à 20 000, puis à 50 000, puis à 100 000, puis à 1 million, 2 millions, 3 millions, etc., etc. Les approches peuvent bien évidemment être amenées à différer, mais en tout cas, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas amené à avoir des revenus annuels de l'ordre de plusieurs millions, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par an, que vous ne pouvez pas vous en sortir aussi bien, voire même mieux que quelqu'un qui aura eu ce genre d'opportunité. Oui, il y a des gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent et qui arriveront à s'en sortir très très bien, mais il y a plein d'exemples de personnes que je vous ai données, des acteurs connus, et des joueurs de foot, et des joueurs de basket, des personnes qui ont gagné au loto, qui après se retrouvent ruinés quelques années après parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer correctement leur capital, quoi.
Et là c'est peut-être encore plus intéressant, il y a même pas mal d'acteurs qui étaient pourtant formés, donc des directeurs financiers, des mecs dans la finance, des mecs dans le trading, qui pourtant sont bien plus formés et bien plus au courant des risques, des stratégies, de l'aspect financier avec une grosse culture, des contacts, si c'est leur métier en plus. Franchement, c'est de la crème de la crème au niveau de la finance, en principe, en termes d'éducation, même qui sortent de grosses écoles et qui se laissent quand même avoir, hein, qui du coup ont les connaissances pour gagner beaucoup d'argent, et c'est ce qu'ils font au travers des entreprises ou au travers de plein d'actions qu'ils peuvent mettre en place. Et pour autant, ils arrivent à quand même se mettre dans des positions compliquées, parce qu'il y a aussi le côté toujours plus, à quel moment je m'arrête, tu vois, à quel moment aussi je réduis mon risque. Et il y a toujours ce fait, tu vois, de se dire, ben là maintenant j'ai peut-être des dizaines de millions, mais c'est pas assez, tu vois, il faut que je continue, il faut que j'aille plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'au moment où tu as des maisons, des villas, des yachts partout, et peut-être pour soit pour le pouvoir, soit pour paraître riche ou montrer que tu as de l'argent. Et au final, il y en a qui perdent tout alors qu'ils savaient tout. Tu vois, il y a aussi ce côté de à quel moment je m'arrête et à quel moment c'est trop et est-ce que je peux plus gérer, tu vois. Et vraiment, l'idée de base, plus j'avance, plus je me dis, c'est vraiment ce côté un peu frugalité, tu vois. C'est pas. Et ça s'exprime aussi. Attends, comment ça s'appelle? Le syndrome du, euh, du conducteur. Je suis tombé là-dessus récemment. En gros, c'est quand tu vois passer une belle voiture, tu regardes toujours la voiture et tu t'imagines, toi, dans cette voiture-là, quelle tête j'aurais, tu vois, est-ce que les gens me regarderaient, tu t'imagines que les gens te regarderaient en disant, ah putain, il a de l'argent, il a réussi. Alors qu'au final, tu te rappelles jamais du conducteur. Tu vois, quand tu vas passer une grosse voiture ou une voiture de luxe, tu regardes la voiture et toi, tu te dis peut-être, ah, est-ce que j'aimerais bien, est-ce que les gens me regarderaient plus, quand j'aurai cette voiture, tout le monde me regardera, ils sauront que j'ai gagné de l'argent, que j'ai réussi ma vie. Alors que tout le monde s'en fout que t'aies ta voiture, tu vois. Et parallèlement, celui à qui ça porte le plus, c'est à toi. Tu vois, et c'est un truc, ça m'a un peu. Ça, c'est pas court, ça. Tu vois, quand les signes extérieurs de richesse, tu dis, ben, je vais investir là-dessus, je vais mettre plein d'argent là-dessus parce que comme ça, les gens vont bien se rendre compte que j'ai de l'argent. Et c'est pas ça ce qui se passe en fait. C'est que les gens, ils se disent, ah ben, j'aimerais bien être à sa place, mais ils te regardent pas toi. Donc en fait, le meilleur moyen de perdre de l'argent rapidement, ben, c'est de le dépenser justement pour montrer que tu en as. Et quand tu mets le truc à l'envers, moi, c'est un truc qui m'a. Je dis, ah ouais. Au final, intuitivement, tu sais, mais de mettre des mots là-dessus. Et cet exemple de la voiture, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est pas con. Et moi, je me rappelle aucun conducteur, et j'en ai pas eu beaucoup, tu vois, mais à chaque fois qu'il y a une belle voiture, tu dis, ah, ben, j'aimerais bien la conduire, ou j'aimerais bien l'essayer, ou est-ce que les gens me remarqueraient? Mais au final, tu sais, le mec qui l'a conduit, tu t'en fous. tu t'en fous, tu vois. Donc, du coup, Ouais, c'est ce côté après si frugalité tu un peu. si tu prends la voiture, il y a des gens pour qui, enfin moi je sais qu'en tout cas tout ce qui est voiture et signe extérieur de richesse, pour l'instant ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout là-dedans, c'est pas quelque chose qui m'apporte de la valeur ou tu vois, qui m'apporte une certaine satisfaction, mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, le fait d'avoir une jolie voiture, une Porsche, une Lambo, une Bugatti ou ce que tu veux, il y en a pour qui voilà, c'est important pour eux et de conduire une belle voiture, c'est quelque chose qui est important pour eux. Et du coup, je peux comprendre que derrière, le fait de le faire, de savoir se récompenser aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais moi, tu vois, par exemple, pour me récompenser, je pense que c'est important de le faire quand tu as atteint certaines étapes importantes dans ta vie. Euh, une table financière ou peu importe, hein, on parle là de finances générales, mais ça peut être dans n'importe quoi. Moi, je sais que je vais plutôt le faire, tu vois, je vais essayer de le fêter avec des potes, par exemple avec un bon resto, avec une activité, tu vois, quelque chose qui va me laisser un souvenir. Ça, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que d'acheter, tu vois, une grosse montre, de mettre 10 000 balles dans un costard, même si je pourrais très bien le faire aujourd'hui, ou d'acheter une grosse voiture, je pourrais très bien le faire aussi, mais voilà, ça ne m'apporte pas plus de plaisir que ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, mon argent serait bien mieux utilisé ailleurs que là-dessus. Voilà. Mais d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que ce côté financier, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus. On attend souvent l'événement de se dire là, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, paf, je suis riche, et du coup, c'est bon, je suis riche. Mais non, en fait, la richesse, c'est un processus qui prend du temps. Il y a un mindset à acquérir, et ça, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas envie de le comprendre et de le
on va dire, de l'assimiler, cette notion. Souvent, on va nous dire, ah ouais, mais le mindset, c'est bon, j'ai compris, oui, les notions liées à l'argent, oui, ok, c'est dans quoi qu'il faut que j'investisse. Ok. Sauf que 90% des résultats proviennent de ton mindset, de ton état d'esprit. Si tu as un mindset qui est pourri et un état d'esprit qui est naze, tu auras des résultats qui seront nazes. Et ça ne fonctionnera pas de toute façon si tu n'auras pas bossé correctement sur ton mindset. À partir du moment où tu mets les choses en place, que tu as compris que la richesse, c'était un processus, que tu vas commencer à travailler sur ton état d'esprit, tu vas commencer à travailler sur tes biais cognitifs, sur ton raisonnement personnel, sur ta situation personnelle, sur ton profil d'investisseur, sur ta stratégie, sur ta méthode, sur les risques que tu as envie de prendre, sur les performances que tu as envie d'avoir, sur la gestion de portefeuille que tu as envie d'avoir, la diversification aussi que tu as envie d'avoir, etc. etc. Ben, tout ça, ça va conditionner tes réussites futures. Et ce que je donne tout le temps comme image, c'est l'image d'un avion. Tu vois, un avion, il lui faut 80% d'énergie cinétique pour commencer à décoller. Et c'est qu'à partir du moment où on a atteint cette vitesse, ces 80% d'énergie cinétique, où l'avion va commencer à décoller et qu'on va pouvoir commencer à partir vers l'objectif qu'on s'était potentiellement fixé. Dans l'investissement, c'est pareil. Il va peut-être falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour mettre les choses en place, pour se prendre des gamelles, pour faire des erreurs, pour peut-être à un moment donné obtenir un semblant de résultat, jusqu'au moment où on va atteindre ce point d'inflexion et obtenir une croissance exponentielle sur son capital ou sur les résultats qu'on se sera potentiellement fixés. Et c'est ce qu'on évoquait sur la précédente vidéo qu'on avait tournée ensemble avec les résultats de Warren Buffett, c'est que pendant très longtemps, alors oui, il a eu des résultats intéressants, mais il a commencé à investir à 14 ans. À 14 ans, il avait un capital, je crois, de 5 000 euros. À 30 ans, il a commencé, à un peu plus de 30 ans, il a commencé à avoir son premier million. À plus de 40 ans, là, il a eu plusieurs centaines de millions. Et c'est qu'à partir de 50, 60 ans, où il a commencé à avoir une vraie croissance exponentielle. Et aujourd'hui, il a presque 107 milliards de fortune personnelle. Les 90%, 90, 92% de la richesse qu'il a aujourd'hui, c'est créé à partir de 60 ans. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'on a l'impression tout de suite que, tiens, cette personne-là, elle est devenue riche, mais on n'a pas vu tous les sacrifices que cette personne-là a dû faire, les erreurs qu'il a dû faire, les gamelles qu'il s'est prises, la remise en question qu'il a dû peut-être se faire pour arriver à atteindre ces objectifs-là, et puis aussi la part de chance qui est liée à cette réussite, qui ne sera peut-être pas la même pour vous, mais il n'y a pas Et puis, de… Ouais, vas-y, vas-y. je suis d'accord aussi pour compléter sur l'aspect Warren Buffett, justement dans le cadre de cette vidéo, de rester riche. C'est-à-dire que lui, il a eu une gestion du risque hyper prudente et il le dit très bien. Au final, ce qui a fait qu'il en est là où il en est, c'est aussi qu'il a commencé très tôt, comme on l'a dit, et qu'il est resté dans le marché et qu'il a su contenir ses risques, qu'il n'a pas pris trop de dettes, il n'a pas pris de levier, toujours une approche basée sur la valeur, avec son montant Benjamin-Graham, et toujours une approche très raisonnable, très rationnelle, et toujours en évitant un maximum la prise de risque. Et c'est ça aussi qui lui a permis de rester riche et de rester riche suffisamment longtemps et de conserver cette richesse pour ses résultats exponentiels. Donc, il y a la capacité à gagner de l'argent au début qu'il a développé, mais il y a aussi cette capacité surtout à rester et à conserver son capital que beaucoup n'ont pas pu avoir ou développer. Et le fait qu'il ait des résultats aussi importants maintenant, c'est aussi parce qu'il a su mettre les choses en place pour garder sa plus-value, être raisonnable et pas faire n'importe quoi. Je pense pas que ce soit. Il a jamais investi avec des gros effets de levier en faisant n'importe quoi avec son argent. Et ça fait que du coup, il a pu rester suffisamment dans le marché pour avoir ces résultats assez exceptionnels. Donc, d'un côté, tu as un peu de prudence et être un peu, je sais plus, j'ai vu ça, mais la meilleure approche, en fait, pour rester riche, c'est d'être optimiste par rapport au futur, mais parano par rapport à ce qui pourrait nous empêcher de profiter de ce futur, tu vois. Donc, il y a toujours ce côté, pas se reposer sur ses lauriers, qu'on parle souvent, mais de se dire, OK, bon, maintenant, je suis arrivé à un point, mais déjà anticiper, et surtout, mais qu'est-ce que je fais pour conserver, pour me développer? Et c'est peut-être aussi le moment de prendre moins de risques, d'être plus raisonnable, se diversifier. Mais tout ça, je pense qu'il faut le planifier en avance. Et encore une fois, plus ton plan de marge d'erreur, donc c'est-à-dire si pour conserver ton capital, il te faut un 5%, mais que tu vois, tu as une prévision de 10%, tu vois, c'est OK. Tu n'es pas obligé de toujours aller maxer, se dire sur tel marché, on peut attendre une croissance de 10% annualisée. Là, je parle plus du marché action traditionnelle, par exemple, si j'attends à 10%, mais que je mets quelque chose en place avec un 5%, je suis tranquille, je me mets bien.
Je continue à grossir petit à petit mon capital, certes dans des moindres proportions que si j'avais un 10%, mais même à 5, même à 4, même à 3%, je continue à être bien financièrement. Ben, ton plan il est top, quoi, parce qu'au final, tu as un plan qui te permet une marge d'erreur importante, et donc du coup, il est solide, et tu vas pouvoir avoir une marge de manœuvre qui va être beaucoup plus importante que quelqu'un qui a acquis au même stade que toi la même puissance financière, le même montant, mais qui va avoir une approche beaucoup plus ben, on recommence, on double down, tu vois, on remet tout sur ce qui a marché, et on continue, on gère moins le risque. Et moi, je pense vraiment, en réfléchissant pour le futur, diversification et prendre le moins de risques possible, tu vois, vraiment, mais vraiment penser à comment le faire en amont. Après, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, mais il faut y penser même avant que ça arrive, tu vois, c'est tout anticiper le plus possible pour que tu ne sois pas pris au dépourvu si et quand ça t'arrivera, quoi. Ouais, puis c'était un peu le concept qu'on disait lorsqu'on parlait des concepts de diversification et de concentration de capital. Tu vois, au départ, le concept de diversification, on le comprend, on dit il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et tout. Mais au départ, pour moi, il y a quand même un intérêt à se concentrer peut-être sur une classe d'actifs ou sur certains projets crypto, parce qu'on parle surtout de crypto sur ta chaîne. Parce que si tu te diversifies trop et si tu as un capital qui est trop réduit et trop éparpillé, déjà, tu pourras pas être capable de tout suivre. Et puis en plus de ça, quand bien même tu auras un projet qui se développerait correctement, qui ferait des résultats intéressants, tu n'auras pas mis suffisamment de capital dessus pour que ça ait un effet significatif sur ton portefeuille. Donc au départ, je pense que c'est important de se concentrer pour générer un capital suffisant. Et une fois que tu as un capital qui est suffisant, là, tu peux éventuellement décider de te diversifier parce que tu ne veux plus prendre des risques aussi importants qu'au départ. Et moi, c'est un peu ça aussi la vision que j'ai eue et qu'on retrouve très peu en fait sur Internet. Parce que la plupart des gens te parlent de diversification, mais déjà, ils ne te définissent pas le concept de diversification. Ils te disent diversifier, mais c'est quoi? C'est une diversification interactive, intraactif? Est-ce que c'est en termes d'activité? Est-ce que c'est en termes de gestion? Est-ce que c'est en termes… Enfin, il y a tellement de choses en fait qui existent aujourd'hui que juste parler de diversification, ça ne veut rien dire. Et pour la plupart des gens, c'est de se dire juste, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je mets un peu dans la bourse, je mets un peu dans l'immobilier, je mets un peu dans la crypto. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise approche, mais dans l'immobilier, il n'y a pas qu'une manière d'investir. Dans la bourse, il n'y a pas qu'une manière d'investir. Dans la crypto, il n'y a pas qu'une manière d'investir. Et si derrière, vous mettez votre argent un peu de partout, mais que vous ne maîtrisez aucun des piliers que je viens de citer, en réalité, vous ne diversifiez pas, vous faites juste du gambling parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Donc derrière, je pense que c'est important de revenir un peu aux bases, mais qu'à partir du moment où, au début, vous avez appris à gérer, ou en tout cas à générer un capital qui est suffisant, après ce capital, vous pouvez vous dire, bah voilà, moi aujourd'hui, je suis plus prêt à prendre des risques aussi importants que ce que j'ai pris au départ pour pouvoir le générer. J'ai plus besoin d'aller rechercher des multiples aussi importants comme ce que je peux être amené à rechercher dans la crypto parce que dans la crypto, on ne parle pas en pourcentage, on parle plutôt en termes de multiples. Mais voilà, si vous avez généré un capital qui est important, considérez pas qu'un x10, c'est normal. C'est reste très spécifique, ça reste très anecdotique aujourd'hui dans l'investissement de manière générale. Ça reste encore très présent dans la crypto parce que on est très jeune dans les cycles et c'est possible aujourd'hui, mais sans doute que dans les prochaines années, ça ne le sera plus du tout. Et donc, si aujourd'hui, vous avez réussi à générer, je ne sais pas, des plus-values qui sont importantes, à x5, à x7, à x10, voire même quelquefois des plus-values bien plus importantes, réfléchissez et dites-vous combien de temps il va falloir pour générer ce même niveau de capital et ces mêmes types de performances sur les autres classes d'actifs qui sont implantées depuis bien plus longtemps, sur la bourse, sur l'immobilier, etc. Et souvent, ça se compte en dizaines d'années. Donc, voilà, je pense que c'est important de prendre ça en compte. Et derrière, bah, quand vous gérez un capital qui est de 10 000 euros, ça ne va pas être la même gestion de risque et les mêmes allocations d'actifs que vous allez avoir quand vous allez gérer un patrimoine qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Moi, aujourd'hui, je suis à un stade où je suis plus prêt du tout à prendre les mêmes niveaux de risque que ce que j'avais pris au départ, parce que je sais que l'argent que j'ai investi, si je suis amené à le perdre, imaginons que je perds tout du jour au lendemain, je sais que je serai capable de pouvoir le récupérer, mais en termes de temps pour pouvoir le récupérer, ça fera quand même beaucoup plus mal. Et donc, ça, pareil, il faut être amené à le gérer et comprendre que la richesse, c'est un processus, c'est une expérience qui va être amenée à se concrétiser au fur et à mesure du temps. C'est avec l'expérience, avec l'expertise et les compétences que vous allez pouvoir générer et accumuler avec le temps qui vont vous permettre après à passer à un stade supérieur et surtout après à conserver ce capital.
Parce que si vous recherchez l'événementiel, si vous recherchez le shitcoin qui va vous permettre de devenir riche, ou l'action qui va vous permettre de faire les meilleurs multiples, etc., vous recherchez l'événementiel, vous ne vous préoccupez pas en fait sur le processus, vous n'arrivez pas à acquérir des véritables compétences et une véritable expertise sur un domaine. Et malheureusement, si vous faites ça, ça peut marcher une fois. Je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais ça va marcher une fois. Et par la suite, le fait de répliquer ça, ça va être très compliqué pour vous. Et vous pouvez vous retrouver quelques années après en perdant votre capital parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions et vous retrouvez, je sais pas, 5, 10 ans après avec aucune expérience, aucune expertise. La seule chose que vous connaissez, c'est de faire du gambling dans la crypto en faisant des all-in sur certains shitcoins. Et tu as des gens qui sont bloqués là-dedans. Et en fait, c'est je pense, dommage de tomber là-dessus, surtout quand on voit les opportunités. Nous, on est très conservateurs avec Théo et Mickaël, et c'est pour ça qu'on se dit, bah voilà, tu as réussi à faire un x2, x3, x4, x5, bah ouais, peut-être qu'on sera déjà sorti, alors que la majorité des gens seront peut-être encore dessus, mais nous, on aura gagné de l'argent, alors que la majorité des personnes, quand vous regardez dans la crypto, hein, la majorité des personnes perdent de l'argent, même celles qui ont des fois eu des plus-values astronomiques, mais qui n'ont jamais eu la capacité, l'envie ou la capacité de valider ces plus-values et qui par la suite se retrouvent avec des moins-values alors qu'au départ ils étaient sur des plus-values juste incroyables. Et c'est ce que disait Howard Marks dans son livre Les cycles, quoi, l'analyse des cycles, quoi. Il explique qu'il ne faut pas rechercher l'événementiel et surtout gérer son risque et faire attention à la manière dont vous allez allouer votre portefeuille et d'avoir des attentes raisonnables par rapport au marché. Ouais, tout à fait. Et surtout aussi par rapport à ça, dans l'optique, on a parlé de diversification. C'est vrai que c'est peut-être faire attention qui donne ce conseil, où il en est dans son étape, parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à rechercher la formule qui s'applique à tout le monde. Mais évidemment, et ça, on se lassera jamais assez de le répéter, ça va dépendre de ta situation personnelle, de ton horizon temporel, de tes objectifs. Et c'est vrai que quelqu'un qui est plus âgé avec un gros capital, qui te dit, moi, il faut se diversifier. Alors oui, peut-être pour lui, ça fait totalement sens parce que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et dans sa situation personnelle à lui, eh bien, il faut faire ça parce que sinon, tu prends trop de risques. Mais comme tu l'as dit, quelqu'un qui commence avec le premium qui est sur toutes les autres cas d'actifs, on l'a aussi peut traiter dans d'autres vidéos, mais peut-être que se concentrer sur la crypto, si tu n'as pas beaucoup à investir chaque mois et que tu es jeune, même si c'est bien risqué et que tu n'as aucune garantie, il faut le préciser aussi, c'est peut-être plus intéressant parce que tu as le ratio risque asymétrique qui peut peut-être jouer en ta faveur. Pas sûr, mais c'est peut-être plus logique de faire ça pour toi que de faire un autre type d'investissement. Si tu décides que la crypto c'est trop risqué, que tu n'as pas envie de le faire, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu fais un ETF et tu investis cet argent dans un ETF? Si tu fais ça avec ta capacité actuellement et projetée sur plusieurs années, combien tu vas avoir? Là, c'est pareil, tu vois, il y a toute la partie finance personnelle qui dit non, mais il faut investir dans un ETF, les rendements composés, c'est bien. C'est bien si ton horizon temporel, c'est pouvoir partir à la retraite grâce à cet argent-là dans 40 ou 50 ans, tu vois, dans 30, 40, 50 ans. On ne te dit pas. Après, ça dépend des montants que tu vas investir aussi. Si tu Oui, investis 300 balles tous les mois et que tu te dis, moi, je veux être. En fait, c'est la corrélation entre tes objectifs, le véhicule financier que tu vas utiliser et les moyens que tu mets en place pour pouvoir y arriver. c'est ça, Si c'est le derrière, troisième point. voilà, si tu te dis, moi, je veux devenir libre financièrement, en moins de 10 ans, j'ai 200 € tous les mois à investir, j'investis sur un ETF MSCI World, je suis désolé, ça n'arrivera pas. Point barre. C'est acté, c'est fin, tu n'y arriveras pas. Si par contre, tu te dis, moi, j'ai 200 balles tous les mois, j'ai un horizon d'investissement sur 10 ans, je veux atteindre ma liberté financière sur 10 ans, et je suis capable de faire de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, je suis capable d'apprendre des nouvelles compétences pour peut-être négocier mon salaire, donc pour augmenter mes sources de revenus, diminuer mes différentes charges pour avoir un niveau de vie qui soit le plus bas possible, augmenter ma capacité d'épargne, ma capacité d'investissement. Je suis capable d'investir dans l'immobilier pour utiliser un effet de levier bancaire. Donc ça, pareil, c'est un point qui est super important. Tu peux utiliser des stratégies passives avec les ETF et puis tu utilises aussi le véhicule un peu plus spéculatif que sont les crypto-monnaies pour avoir des rendements plus significatifs et pour accélérer tes objectifs financiers. Pour moi, ça fait sens, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se gourrent là-dedans et qui disent déjà, ils ne prennent pas le bon véhicule d'investissement, ils n'ont pas des objectifs qui sont en lien avec, enfin des actions qui sont en lien avec leurs objectifs et surtout les moyens qu'ils mettent en place ne leur permettront pas d'atteindre ces objectifs, tu vois. Et c'est ça, c'est le troisième point où j'allais arriver. Si tu investis un petit peu dans ce ETF, ça va peut-être pas marcher, mais pour quelqu'un, effectivement, dans le cas où tu décris qui a une grosse capacité de gain financier, qui gagne beaucoup d'argent quelques mois,
tous les mois, pardon, donc du coup, qui peut-être considéré comme plus riche, entre guillemets. Là, encore son cas va être différent, tu vois, entre les âges, les générations, ta situation personnelle et ta capacité d'épargne et d'investissement. Pour quelqu'un qui gagne 10 000, 20 000 euros par mois, il y en a. La stratégie, ça va pas être la même parce qu'il sait que tous les ans, il peut investir peut-être, je sais pas, 100 000 euros. Donc oui, il a peut-être pas besoin de prendre autant de risques que quelqu'un qui est jeune et qui n'a pas cette capacité. Et donc, du coup, s'il veut potentiellement plus de gains, il va falloir qu'il ait cherché plus de risques, plus de volatilité. Et quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, s'il a déjà trouvé où il est dans une situation qui lui permet de gagner beaucoup d'argent, il peut peut-être vouloir conserver cette situation et investir de manière beaucoup plus prudente pour injecter tout ce capital dans des choses qui vont lui rapporter. Mais c'est toujours, comme tu l'as dit, le ratio entre ce que tu peux investir, le rendement prospectif ou espéré sur le long terme de la classe d'actifs, la gestion du risque et tout ça, ça va rentrer en jeu, mais il n'y a pas de formule, toute faite. Ça va dépendre, encore une fois, de la situation personnelle. Mais dans tous les cas, il faut y penser. Tu vois, c'est utopique de se dire si je gagne le loto, on verra bien. Tu vois, il se passera ce qui se passera. Je saurai gérer mon argent. Si on n'a pas un petit peu pensé en amont, c'est pareil pour la crypto-monnaie. Tu vois, on dit la stratégie, il faut y penser, mais c'est vraiment ça. Tu vois, si t'as pas un peu réfléchi à ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que tu pourrais faire, l'entrée, la sortie au moment où tu y es, pour l'avoir vécu, si tu n'as pas vraiment ne serait-ce qu'une ébauche de plan ou ne serait-ce que réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire, c'est pas sur le moment où ça va vraiment arriver que tu vas savoir où tu vas pouvoir ça va pas venir tout seul, tu vois, ça va pas venir à l'opération du Saint-Esprit. Et si justement, ça sera encore pire parce que tu auras toutes tes émotions. En plus, tu auras, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse ça. Et c'est là où tu vas avoir la panique, les émotions. Donc, dans tous les cas, réfléchissez à ce que pourrait être une bonne solution pour vous aussi. Parce que là, c'est pareil, ça peut être un peu vague, mais parce qu'on peut pas se permettre de dire, mais il faut absolument faire ça, investir 10% là-dedans, 50% là-dedans, faites ça et ça va marcher. Parce que peut-être c'est une très bonne solution pour nous. Mais peut-être que pour vous, c'est ce qu'il faut absolument pas faire. Et c'est aussi le changement aussi j'avais lu ça, donc on s'éloigne un petit peu, mais sur le côté trading versus investissement, tu vois, il y en a qui sont pour faire de l'argent court terme, donc ils ont des stratégies d'investissement. Si toi, tu es dans une posture long terme, tu adoptes les mêmes stratégies qu'eux, tu vas te faire rect, et inversement, tu vois. Donc il y a toujours des techniques qui sont très bonnes pour certaines personnes, et des personnes pour qui ça marche, ils vont les mettre en avant parce qu'ils disent, regardez, pour moi, ça marche. Mais toi, si tu appliques ces mêmes techniques, tu vas te faire défoncer parce que c'est pas fait pour toi, c'est pas le même horizon temporel, c'est pas la même situation, c'est pas pareil. Donc, et c'est vrai que du coup, c'est moins vendeur, et ça, on le dit souvent aussi, que dire, moi, j'ai la formule miracle, regarde, il faut se lever à 5 heures, la morning routine, il faut faire ça, et tu vas arriver à tes résultats. La réalité, c'est que tout le monde est différent, t'as pas les mêmes capacités, t'as pas les mêmes manières de fonctionner, t'as pas la même génétique, la même physiologie, donc il y a aucune formule magique, et ce qui peut faire la différence, c'est justement, encore une fois, pour résumer, être un peu frugalité, et penser en avance à ce que tu vas faire dans tous les cas, essayer de te projeter, je vais mettre ça en place, pourquoi je le fais, quels sont mes résultats espérés, garder une bonne marge de manœuvre dans tous les cas, une bonne marge de sécurité plutôt, au cas où ça ne se passe pas comme prévu. Et si ça se passe comme prévu, qu'est-ce que je fais? Si ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? Mais pas forcément besoin d'avoir un plan en 18 étapes, mais au moins, ne serait-ce qu'y réfléchir. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, au niveau des risques et des possibilités, si ça ne se passe pas comme prévu, si ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça te permet aussi d'être plus serein parce que si le côté, si ça se passe pas comme prévu, c'est je perds la maison, je me retrouve en grande difficulté financière. Ça veut dire que tu prends des risques qui sont pas acceptables pour toi. Ça veut dire que la stratégie que tu as choisie est sûrement pas la bonne parce que les risques sont tout simplement pas acceptables. Si par contre le risque de qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? C'est, oui, je perds une partie de mon portefeuille d'investissement, mais j'ai quand même mon épargne, j'ai quand même d'autres sources de revenus, j'ai quand même d'autres piliers de ma vie. Ça, grosso modo, je peux continuer ma vie normalement en ayant perdu une partie du capital. C'est déjà plus acceptable au niveau des risques. Donc bon, je sais pas si Après, moi, je voulais juste terminer sur un truc, c'est que Ouais. la plupart des gens, tu vois, moi, je me suis pas mal renseigné aussi sur le concept de rester riche et voir en fait comment ceux qui sont riches aujourd'hui ont réussi à le rester pendant des années et des années. Ils te disent souvent que le cash flow is king, cash is king et cash flow is king. Donc en fait, il faut toujours que tu aies des sources de revenus régulières.
et que dans l'investissement, en fait, c'est ça qui prime. Tu as beau avoir des plus-values latentes, tu as beau avoir tout ce que tu veux, si ton investissement il est liquide et si tu en as besoin à un moment donné que tu ne peux pas le récupérer, ça n'a aucune valeur en réalité. Donc le plus important, c'est d'avoir du cash flow. Le cash, à proprement parler, c'est important d'en avoir, bien que moi, c'était la vision que j'avais il y a quelques années en arrière, quand je débutais dans l'investissement. J'ai bien compris qu'il fallait investir son argent, qu'il ne fallait pas avoir trop d'argent en compte en banque, parce que sinon, ça se fait grignoter par l'inflation. Mais en réalité, il y a aussi le coût d'opportunité de ne pas avoir du cash au moment où vous en auriez potentiellement besoin. Et je ne parle pas que d'épargne de sécurité. Je parle de moments où, si le marché baisse, s'il y a une opportunité, vous n'êtes pas capable de pouvoir rentrer. S'il y a un super deal, vous n'êtes pas capable de le prendre. Ce coût d'opportunité, vous allez le payer dans les prochaines années et vous allez le payer énormément. Donc ça, je pense que c'est un point aussi qui est super important pour pouvoir vous retourner, pour pouvoir répondre à certaines obligations si jamais vous en avez. Avoir du cash, je pense que c'est important. Et vous n'êtes pas obligé de gérer ce cash uniquement en le mettant dans un compte en banque classique. Vous pouvez le gérer, il y en a qui le gèrent, comme je l'avais dit sur la dernière vidéo qu'on avait tournée ensemble, en le faisant par exemple avec une approche plus trading, mais pas trading, scalping, day trading, mais plutôt swing trading, donc sur des périodes de temps, de quelques semaines, voire quelques mois. Donc en fait, c'est de l'argent qui va être travaillé, mais qui reste très liquide. Quand je parle de cash, c'est vraiment le côté liquide et que vous êtes capable de récupérer votre argent très rapidement et surtout avec des risques qui sont mesurés, ce qui n'est pas le cas sur toutes les approches de trading par exemple. Mais vous pouvez très bien laisser votre argent sur un compte épargne comme ça, mais aujourd'hui, si vous avez une vision vraiment d'investisseur à proprement parler, et que vous avez une vision à 360 degrés sur les autres classes d'actifs, vous comprendrez qu'il y a quand même des avantages à s'orienter plutôt auprès de cette méthode-là. Et enfin, ce qui permet à beaucoup de personnes, je pense aussi, de rester riches, c'est de continuellement se remettre en question, de continuellement d'apprendre, de se former, puisque il y a des choses qui ont pu fonctionner par le passé, mais si vous arrêtez d'apprendre et si ce qui est aujourd'hui votre gagne-pain, vous avez une seule et unique entreprise qui est sur un secteur d'activité qui pourrait être mis à mal, par exemple, par l'IA, comme ça risque d'arriver dans les prochaines années, si vous ne vous protégez pas et si vous ne vous diversifiez pas et si vous ne continuez pas d'apprendre, faire une veille de marché en vous disant, punaise, il y a ça qui arrive, comment je peux me protéger, etc., malheureusement, vous pouvez vous retrouver dans des positions très compliquées. Il y a combien de chefs d'entreprise qui avaient énormément d'argent et qui ont tout perdu du jour au lendemain parce qu'il y a eu des technologies disruptives qui sont arrivées. On parlait des cycles technologiques ensemble. Et en ce moment, on commence à reprendre un cycle technologique avec l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, les crypto-monnaies, etc., qui sont des cycles disruptifs très importants, qui vont apporter des changements majeurs dans les prochaines années. On disait que l'IA, typiquement, ça pourrait impacter plus de 300 millions d'emplois dans les prochaines années autour du monde, et sans doute bien plus, parce qu'il y a plein d'applications qu'il y a aujourd'hui, on n'est pas capable de les palper ou de vraiment de les imaginer aujourd'hui. Donc, il y aura des changements importants qui pourront arriver, et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là? Vous pouvez être riche aujourd'hui, mais si vous avez misé, on va dire, sur le mauvais cheval ou sur le mauvais support qui sera amené peut-être à être remplacé par une nouvelle technologie disruptive, si vous ne continuez pas de vous former, de vous remettre en question, etc., vous pouvez tout perdre. Et c'est arrivé à des personnes bien plus intelligentes que nous. Donc, je pense que le concept de diversification, ça prend beaucoup plus de sens à partir du moment où on a un capital suffisant. Et après, il faut voir ce concept vraiment dans toutes les dimensions possibles. Diversification intra-actif, interactif, en fonction des différentes devises, en termes géographiques, en termes aussi d'idées, de secteurs éventuellement aussi politiques, etc. etc. Bon, on pourra faire une vidéo complète dessus, mais voilà. Je pense que c'est des points importants à avoir en tête. Ouais, tout à fait. Puis du coup, pour clôturer, vous avez compris le message, hein, il faut rester curieux dans tous les cas, ouvert d'esprit pour pas se fermer d'opportunités. On le répète encore, mais comme l'a dit Thibaut, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas vraiment ce qui se passera, donc rester mobile, rester agile, pouvoir se retourner assez rapidement, avoir un peu de sécurité au niveau financier pour avoir des choix, pouvoir prendre le temps de se retourner, de prendre des décisions cohérentes avec ce qu'on veut faire. Donc, avoir tous ces éléments en tête, continuer d'apprendre en continu. Et nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie de partager avec vous à travers ces vidéos, là, ce qu'on découvre. Il y a plein de fois où on changera d'avis. Moi, voilà, on actualise nos vues en fonction de ce qu'on découvre. On a des fois des idées très tranchées au début et plus on avance, plus on va apporter de la nuance parce qu'on se rend compte que c'est peut-être pas aussi blanc ou noir. Et on essaie de présenter les différentes facettes d'un même sujet au fur et à mesure qu'on les apprend aussi de notre côté, parce qu'on
on a cette démarche de continuer d'apprendre. Donc, si ça vous plaît, ce type de contenu, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos parce qu'on continuera d'en faire dans ce style-là. Je vous mets aussi en description de la vidéo le lien vers la chaîne de Thibaut, étant étudiant, où il parle d'investissement, finances personnelles, entrepreneuriat, donc des thèmes transversaux à tous ceux qu'on a abordés. Et je vous mets finalement mon guide offert pour avoir les bases dans la crypto-monnaie. Donc, ça sera tout ça en description. Et bien, du coup, pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.